La vision qu'Édouard portait désormais sur sa mission en tant que dirigeant avait profondément changé. Il ne voyait plus son entreprise comme une simple machine à profit, mais comme un acteur responsable, porteur de valeurs et de devoirs envers la société. Cette métamorphose personnelle coïncida avec une transformation radicale de White Pharma. L'entreprise, secouée par le scandale, entra dans une phase de restructuration complète. Tous les dirigeants impliqués dans les manipulations furent immédiatement licenciés et traduits en justice. Édouard constitua un nouveau conseil d'administration, majoritairement composé de médecins et scientifiques jouissant d'une réputation éthique irréprochable. Leur mission, réévaluer en profondeur chaque produit, chaque protocole, et imposer des normes de test encore plus rigoureuses que celles exigées par les autorités sanitaires. Les conséquences économiques furent désastreuses. L'action de l'entreprise s'effondra, des contrats internationaux furent annulés, les pertes s'accumulèrent. Mais Édouard ne regretta rien. Il aurait tout sacrifié 100 fois s'il le fallait. La vie d'Isabelle avait été sauvée. D'autres enfants n'avaient pas été exposés aux dangereux médicaments. Et plus que tout, il avait retrouvé une raison d'avancer. Contre toute attente, Luisa décida de ne pas repartir à Londres. L'épreuve traversée, la quasi-perte de leur fille, mais surtout la profonde transformation d'Édouard, l'avait poussé à revoir certaines de ses certitudes. Il ne s'agissait pas d'un retour amoureux, ce chapitre était clos. Mais une nouvelle alliance, fondée sur la bienveillance et la responsabilité parentale, commençait à prendre forme pour accompagner ensemble la croissance d'Isabelle. Quant à la petite fille, elle noua une amitié aussi improbable que précieuse avec Gabriel. Ils venaient de deux mondes opposés, avaient grandi dans des réalités que tout séparait. Pourtant, une connexion subtile et sincère les unissait. Tous deux étaient sensibles, curieux, un peu solitaires aussi. Ils se comprenaient, au-delà des mots. Édouard, observant ce lien naissant, décida d'agir. Il engagea des professeurs particuliers pour Gabriel. Très vite, l'adolescent révéla une intelligence brillante, une soif de comprendre presque insatiable. Un mois après la sortie d'Isabelle de l'hôpital, Édouard reçut un appel de Rodrigo, l'agent de la police fédérale. Sa voix était grave. Les aveux des anciens dirigeants ont révélé un réseau de corruption plus vaste encore que ce que nous redoutions, annonça-t-il. 3 autres médicaments récemment approuvés semblent avoir été commercialisés selon le même mode opératoire, falsification des essais cliniques, pot de vin, pression sur des fonctionnaires. Édouard sentit une boule se former dans sa gorge. De quel médicament s'agit-il? L'enquête est en cours. Mais je voulais vous rassurer, votre nom a été totalement écarté. Il est clair que vous ignoriez ce qui se tramait en coulisses. Cela ne m'exonère pas de ma responsabilité morale, répondit-il. J'étais président du groupe. J'aurais dû mieux surveiller. J'aurais dû voir les signes. Rodrigo garda un silence respectueux avant de répliquer. Vous avez dénoncé les faits au péril de votre réputation et de votre fortune. Combien de PDG auraient eu ce courage? Très peu. Et c'est justement de cela que je voulais vous parler, à propos de Gabriel. Le cœur d'Édouard se serra. Il va bien? Il n'a rien fait de mal, j'espère? Non, rien de cela. Mais sa tante a été entendue. Elle a clairement exprimé qu'elle ne souhaitait pas reprendre sa garde. Elle semblait presque soulagée d'en être débarrassée. Édouard détourna les yeux. C'était douloureux, mais pas surprenant. Gabriel lui avait parlé, à demi-mot, de son histoire familiale. Quelle misère, souffla-t-il. Oui, mais cela ouvre aussi une porte. Le juge des mineurs a laissé entendre qu'il serait prêt à envisager une demande de tutelle temporaire, étant donné le lien affectif qui s'est tissé entre vous et le rôle de Gabriel dans le sauvetage d'Isabelle. Un frisson parcourut Édouard. Jamais il n'avait envisagé cela. Pas consciemment. Mais à l'instant où Rodrigo le formula, cette idée prit tout son sens. Et au fond, elle semblait juste. Vous croyez vraiment que ce serait possible? Même après le scandale? C'est précisément votre conduite exemplaire qui rend cela envisageable. Vous avez montré que vous faisiez passer l'éthique avant les intérêts personnels. Vous avez veillé à l'éducation et à la santé de Gabriel sans y être contraint. Édouard promit d'y réfléchir sérieusement. Il en parlerait à Luisa, à Gabriel, à Madame Noémie. Ce n'était pas une décision à prendre à la légère. Ce soir-là, après le dîner, il retrouva Gabriel et Isabelle dans la bibliothèque. Le garçon lisait un livre d'astronomie à voix haute, tandis qu'Isabelle prenait des notes avec application.
Ils étaient si concentrés qu'ils ne remarquèrent pas la présence d'Édouard dans l'embrasure de la porte. L'univers est gigantesque, disait Gabriel, fasciné. Des milliards de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles. Et presque toutes ces étoiles ont des planètes qui tournent autour, comme la Terre, ajouta Isabelle. Il doit y avoir des millions de mondes où la vie est possible. Édouard les observa, ému. Sa fille, longtemps isolée dans son école UP, discutait avec passion, échangeait, riait. Elle semblait plus vivante que jamais. Alors, qu'est-ce que vous fabriquez ici? Lança-t-il en s'approchant. Ils levèrent la tête, leurs visages illuminés d'un sourire. Papa, s'écria Isabelle. Gabriel m'aide pour mon projet. On va construire une maquette du système solaire, à l'échelle des vraies orbites. Voilà qui est ambitieux, dit Édouard en s'asseyant près d'eux. Vous formez une belle équipe. Gabriel rougit, gêné. Isabelle est très brillante, monsieur Édouard. Ce n'est pas vrai. Protesta-t-elle. Tu apprends plus vite que moi. Le regard d'Édouard alla de l'un à l'autre. Il y avait entre eux une complicité précieuse. Puis il se tourna vers Gabriel, son ton devenant plus sérieux. Gabriel, j'ai quelque chose d'important à te dire. Le garçon se redressa, méfiant. Ce n'est pas à propos de l'hôpital, reprit Édouard. C'est à propos de toi. Isabelle, sentant le changement d'atmosphère, ferma doucement son cahier. Tu veux que je sorte, papa? Non, ma chérie. Reste. Tu es concerné aussi. Il inspira profondément, puis expliqua tout, la décision de la tante, la proposition du juge, et cette idée, encore fragile, mais réelle, de devenir son tuteur. Mais je ne ferai rien sans ton accord, conclut-il. C'est ta vie. Tu viendrais vivre ici, continuerais à étudier, et quand tu te sentiras prêt, tu pourrais rejoindre la même école qu'Isabelle. Gabriel resta figé. Puis, d'une voix presque imperceptible, il demanda. Est-ce que, je serai comme ton fils? La question prit Édouard de court. Il n'avait jamais mis ces mots-là sur cette idée. Il prit le temps de répondre. Juridiquement, je serai ton tuteur. Un mentor. Mais en pratique, oui. Comme un fils. Avec tout ce que cela implique. Les yeux de Gabriel se remplirent de larmes qu'il tenta de cacher. Je n'ai jamais eu de vrai père, murmura-t-il. Maman disait qu'il était parti avant ma naissance. Édouard s'agenouilla, posa une main sur son épaule. Je ne prétendrai jamais remplacer ton père. Mais je peux t'offrir un foyer. Une éducation. Et l'espace pour développer ton potentiel exceptionnel. Isabelle, silencieuse jusque-là, serra Gabriel dans ses bras. Ce serait génial si tu restais. Comme un frère. Gabriel leva les yeux vers Édouard, encore hésitant. Et Madame Noémie? Elle a toujours été là pour moi. Elle est au courant de tout, le rassura Édouard. Et c'est elle qui m'a soufflé cette idée la première. Le rapport d'urgence de l'hôpital venait tout juste de parvenir entre les mains du lieutenant Ravière. L'homme, la quarantaine affirmée, imposé par sa stature robuste et son regard acéré, mais son visage exprimait une forme de compassion rare dans sa profession. Lorsqu'il franchit la porte de la chambre, son regard se posa immédiatement sur la jeune Clara, allongée sur le lit, tremblante comme une feuille prise dans la bourrasque. Son instinct, affûté par des années sur le terrain, lui souffla qu'il se passait ici quelque chose de bien plus grave qu'un simple cas médical. La docteure Anna, présente à ses côtés, hocha la tête d'un air grave avant de prendre la parole, sa voix pesante comme une sentence. Cet enfant a été admise pour des douleurs abdominales aiguës accompagnées d'une perte de sang inhabituelle. Après les examens, nous avons découvert qu'elle est enceinte. Un silence de plomb tomba dans la pièce. Sa mère, Madame Isabelle, est encore sous le choc. Ravière tourna lentement la tête vers Isabelle. Figée, elle fixait un point indéfini dans le vide, le visage figé dans une expression d'horreur muette. Ses yeux trahissaient un abîme de douleur et d'incrédulité. Il abaissa légèrement la voix, tâchant d'employer le ton le plus doux possible. Madame Isabelle, je suis désolé de vous poser cette question maintenant, mais elle est essentielle. Avez-vous une idée de qui pourrait être impliqué dans cette situation? La bouche d'Isabelle s'entr'ouvrit, mais aucun son n'en sortit. Le désespoir la paralysait. Ravière se tourna alors vers Clara, dont les petits bras s'étaient refermés sur elle-même comme un rempart dérisoire contre le monde. Clara,
peux-tu me dire qui t'a fait ça? Aucune réponse. Elle se recroquevilla davantage, tirant le drap jusqu'à ses épaules, comme pour se cacher de la réalité. Sa respiration devenait saccadée, presque haletante. Le regard de Ravière croisa celui de la docteure Anna. Il comprit immédiatement. Clara était terrifiée. Une enfant de 13 ans, brisée à ce point, ne pouvait simplement pas parler, pas maintenant, pas comme ça. Soudain, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit brusquement dans un claquement. « Louis !» s'écria Isabelle, surprise. Louis, le beau-père de Clara, venait d'entrer. Il portait une veste sombre, ses cheveux étaient soigneusement coiffés, son visage neutre, trop neutre. Mais ses yeux, eux, racontaient une autre histoire. Il balaya la pièce du regard, s'arrêtant quelques secondes de trop sur Clara. « Que se passe-t-il ici ? » « Je viens d'apprendre que Clara a été hospitalisée, » dit-il d'un ton étrangement posé. Isabelle se leva aussitôt, la voix tremblante. Le médecin dit que Clara est enceinte. Un léger froncement de sourcils marqua le visage de Louis, comme une réaction apprise par cœur. Il soupira, puis secoua la tête avec lenteur, faussement accablé. Il doit y avoir une erreur. Clara n'est qu'une enfant. Comment une chose pareille pourrait-elle arriver? Ravière ne le quittait pas des yeux. Quelque chose n'allait pas. Louis était trop calme. Sa maîtrise de lui-même dans un tel contexte était presque clinique, inhumaine. La docteure Anna s'avança d'un pas, sa voix ferme. Les résultats sont formels. Nous avons effectué une échographie. Clara est bel et bien enceinte. Elle s'approcha du lit, se pencha vers l'enfant. Clara, ma chérie, est-ce que tu nous caches quelque chose? Sa voix était douce, mais tendue par une inquiétude profonde. Clara, elle, se roula en boule, dissimulant son visage sous le drap. Ravière se redressa légèrement. « Qui êtes-vous pour Clara ?» demanda-t-il à Louis, volontairement plus formel. Louis se retourna lentement. « Je suis son beau-père. Je l'ai élevée depuis qu'elle est petite. »« Je vois », répondit Ravière en hochant la tête, le regard toujours fixé sur lui. « Savez-vous qui pourrait être responsable de cette grossesse ?» Louis haussa les épaules. « Comment le saurais-je ? Clara est une enfant sérieuse. Elle va à l'école, rentre directement à la maison. » Sous les draps, Clara continuait à trembler. Chaque muscle de son corps semblait prêt à éclater sous la peur. Mais peur de qui? La docteure Anna s'approcha à son tour, s'agenouilla au niveau du lit, et posa une main rassurante sur l'épaule de Clara. « Tu n'as rien à craindre. Nous sommes là pour toi. Tu n'es pas seule. » Les tremblements de la fillette s'intensifièrent, mais aucun mot ne franchit ses lèvres. Soudain, Louis prit la parole, plus sec. « Clara, dis quelque chose. Tu nous inquiètes tous. » Le ton sonnait faux. Trop insistant. Ravière le sentit. Il fit un pas en avant, se plaçant instinctivement entre lui et Clara. « Il vaudrait mieux ne pas la forcer à parler, » dit-il calmement. Louis esquissa un sourire crispé. « Je me soucie juste de ma fille. » Ravière se tourna vers la docteure Anna. « J'ai besoin de parler à Clara en privé. C'est important. » Elle hocha la tête. « Je vais m'en occuper. » Louis fronça les sourcils, mécontent. « Elle est trop jeune pour parler à la police, non? » « Si elle est victime d'un crime, » répondit Ravière avec calme, « c'est notre devoir de la protéger. » Louis serra les poings. Ses mâchoires se crispèrent, mais il ne répliqua pas. Isabelle, quant à elle, semblait paralysée. Elle oscillait entre le choc et le refus de voir la vérité. Pourtant, au fond d'elle, quelque chose murmurait. Un soupçon glaçant, qu'elle refusait encore d'écouter. Ravière se rapprocha d'elle. « Madame Isabelle, il vaut mieux que nous parlions à Clara seule, sans aucune autre présence. » Elle cligna des yeux, déboussolée, puis acquiesça. « D'accord. Du moment que Clara se sent en sécurité. » Louis réagit aussitôt, d'un ton nerveux. « Attendez. Je suis son beau-père. J'ai le droit de savoir ce qu'elle va dire. » Ravière planta son regard dans le sien. « Ici, ce n'est pas à vous de décider. » Louis força un sourire. « Je veux juste aider Clara. »« Merci de votre sollicitude, » répondit Ravière froidement. « Mais pour le moment, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est quitter cette pièce. »
Louis resta un instant figé. Il serra les dents, puis tourna les talons, non sans lancer un dernier regard vers Clara, qui frissonna à sa vue. La porte se referma. Un silence épais emplit la chambre. Ravière s'assit près du lit, maintenant une distance respectueuse. Clara. Je sais que tu as peur. Mais il n'y a ici que la docteure Anna et moi. Personne ne peut te faire de mal. La petite fille restait figée. Les larmes avaient commencé à couler sans un bruit. La docteure Anna s'approcha, posa doucement une main sur son bras. Tu n'as pas à affronter tout cela toute seule. On est là. Vraiment là. Un sanglot lui échappa. Ravière parla encore, d'une voix plus douce. Tu peux tout me dire. Je te jure que je te protégerai. Clara prit une profonde inspiration, ses mains tremblaient. Puis, dans un murmure presque inaudible, elle lâcha. Il va me tuer. Ravière se pencha légèrement. Qui va te tuer, Clara? Elle referma aussitôt les lèvres, et les larmes coulèrent plus vite. La docteure Anna murmura. Elle a besoin de temps. Ravière hocha la tête. Il savait à quel point la parole est une montagne pour un enfant traumatisé. Il parla encore, avec une douceur infinie. Quelqu'un t'a menacé, Clara? Dis-le-moi. Elle avala difficilement sa salive. Il m'a dit que si je parlais, il me tuerait. Ravière serra les poings. Il respirait profondément pour contenir sa colère. Je te promets que personne ne te fera de mal. Dis-moi seulement qui c'est. Je suis là pour toi. Un nouveau sanglot secoua Clara. C'est Louis. Le temps sembla s'arrêter. La docteure Anna recula d'un pas, les yeux humides. Ravière, lui, sentit son estomac se tordre. Mon Dieu, souffla la docteure. Clara tremblait de tout son corps. S'il vous plaît. Ne le laissez pas savoir. Il me tuera. Ravière s'approcha lentement, posant sa main sur le bord du lit. Je te le promets, Clara. Il ne te fera plus jamais de mal. Plus jamais. Il me tuera. La voix de Clara n'était plus qu'un souffle, brisé, écorché par la peur. Ravière adoucit immédiatement la sienne, cherchant à rassurer l'enfant comme on calme un oiseau blessé. Je te le promets, murmura-t-il. Il ne te fera plus jamais de mal. Plus jamais. Mais il n'eut pas le temps d'ajouter un mot. Montoya, vous avez de la visite, annonça une infirmière depuis le seuil. Ravière fronça les sourcils, contrarié d'être interrompu. Qui est-ce? L'avocat de Louis. Il insiste pour vous parler immédiatement. Ravière serra la mâchoire. Louis n'avait pas perdu de temps. Il se tourna vers la docteure Anna, le regard grave. Laissez Clara se reposer. Je vais régler ça. Anna acquiesça d'un signe de tête. Ravière se leva et quitta la chambre, l'esprit déjà en alerte. Dans le couloir, adossé au mur les bras croisés, Louis l'attendait. À ses côtés, un homme grand, mince, vêtu d'un costume noir impeccable et portant des lunettes aux verres opaques. Son allure était celle d'un prédateur bien élevé. Sergent Montoya, je suis Salvador, l'avocat de Monsieur Louis, déclara-t-il avec une politesse froide. À cet instant, une infirmière surgit, le visage marqué par la tension. Sergent? Mais Ravière leva la main, les poings déjà serrés. Vraiment? Alors vous n'avez rien à craindre. Nous ne faisons que protéger une fillette de 13 ans, qui a été terrorisée. Salvador réajusta ses lunettes sans se départir de son calme. Il n'y a aucune preuve concrète reliant Monsieur Louis à ces accusations, fit-il remarquer avec une voix posée. Ravière esquissa un sourire glacial. Alors attendons la fin de l'enquête avant d'en tirer des conclusions, voulez-vous? Louis restait silencieux, mais une lueur d'agacement brillant dans ses yeux trahissait sa colère. Salvador soupira, changeant de ton pour adopter une posture plus conciliante. Nous voulons simplement rappeler que tout témoignage doit être fondé sur des preuves tangibles. Sans cela, Monsieur Louis est en droit de porter plainte pour diffamation. Parfait. Nous ferons tout dans le cadre légal, répondit Ravière d'un ton tranchant. Merci pour l'avertissement. Salvador inclina brièvement la tête, puis se tourna vers Louis. Allons-y. J'ai confiance en la police pour mener cette enquête correctement. Louis jeta un dernier regard chargé de rancune à Ravière avant de s'éloigner. Le sergent les observa s'éloigner, inspira profondément, puis saisit son téléphone.
Allô? C'est Montoya. Je veux une surveillance immédiate sur Louis. Dehors, le ciel s'était obscurci. De lourds nuages pesaient sur l'hôpital. La pluie battait violemment les vitres et martelait le toit dans un rythme oppressant. Dans les couloirs, une froideur sinistre régnait. Mais dans la chambre de Clara, l'atmosphère était encore plus suffocante. Une peur viscérale y flottait, aussi dense que l'humidité dans l'air. Clara, recroquevillée sous les draps, tremblait toujours. Ses yeux, gonflés par les larmes, fixaient un point invisible. Les mots de Ravier résonnaient encore dans son esprit, « Nous te protégerons ». Mais pouvait-elle y croire? Et s'il revenait? Et s'il murmurait de nouvelles menaces à son oreille chaque nuit, au pied de son lit? Isabelle, assise à ses côtés, restait muette. Depuis qu'elle avait entendu la vérité sortir de la bouche de sa propre fille, elle n'avait plus versé une seule larme. Elle semblait vidée, ravagée de l'intérieur. La culpabilité, la douleur et une colère sourde se mêlaient en elle, ravageant tout. La docteure Anna entra en silence, un verre d'eau tiède à la main. Elle le déposa sur la table, puis s'assit face à Isabelle. « Vous devez manger quelque chose. Si vous vous effondrez, Clara aura encore plus peur. » Isabelle releva lentement les yeux, la voix brisée. « Comment suis-je censé manger, alors que je n'ai même pas été capable de protéger ma propre fille ?» Anna soupira. « Vous ne pouvez pas changer le passé. Mais vous pouvez encore tout faire pour la protéger maintenant. » Les doigts d'Isabelle se serrèrent sur ses genoux, fins, tremblants, pâles comme la cire. « Je ne sais pas comment faire, docteur. Je ne sais même pas par où commencer. » Anna lui prit la main avec douceur. « Le plus important, c'est que Clara sente que vous êtes là. Elle a besoin d'une protection absolue. » Soudain, des pas précipités résonnèrent dans le couloir. Une silhouette familière apparut à la porte. Louis. Isabelle se leva d'un bond, le corps tendu comme une corde. Il était là. Les mains dans les poches, l'allure calme, mais avec une étincelle coupante dans les yeux. « Je suis venu voir ma fille, dit-il d'une voix lisse. Instinctivement, Isabelle recula. Clara frissonna et remonta la couverture sur son visage, espérant disparaître. La docteure Anna se redressa, se plaçant entre lui et l'enfant, son regard dur. « Vous n'avez pas le droit d'être ici. » Louis haussa un sourcil, un sourire ironique aux lèvres. « Pourquoi? Je ne suis plus son beau-père? » J'ai déjà appelé la police, intervint Isabelle, d'une voix tremblante. Je sais tout, maintenant. Louis resta figé une fraction de seconde, mais reprit vite contenance. Tu crois vraiment à ces mensonges? Une gamine de 13 ans en panique peut dire n'importe quoi. Tu la crois plus que moi? Oui. Je la crois, répondit Isabelle les dents serrées, les yeux pleins de larmes. C'est ridicule, murmura Louis, les lèvres pincées. Tu es en train de détruire notre famille, Isabelle? Elle éclata d'un rire amer. Quelle famille? On n'a jamais été une famille, Louis. Tu nous utilisais, Clara et moi. Tu n'as jamais su aimer. Louis plissa les yeux. Tu laisses tes émotions t'aveugler. Je n'ai rien fait. Et si tu continues comme ça, tu vas le regretter. Anna s'interposa aussitôt. Est-ce que vous venez de menacer ma patiente? Louis la fixa avec un sourire en coin. Je dis juste la vérité. La porte s'ouvrit brutalement. Louis. La voix grave de Ravier emplit la pièce comme un couperet. Il entra, inspecta rapidement la pièce, s'attarda sur Isabelle et Clara, puis planta son regard sur Louis. J'ai quelques questions à vous poser, au commissariat. Louis esquissa un sourire méprisant. Je ne crois pas être obligé d'aller nulle part. Ravier sortit un papier de sa veste. Voici une convocation officielle. Vous êtes tenu d'y répondre. Les yeux de Louis lancèrent des éclairs. Il ouvrit la bouche, mais se ravisa. Il inspira profondément et reprit une posture glaciale. Très bien. Deux policiers s'approchèrent. Avant de partir, Louis lança un dernier regard à Isabelle. Tu fais une énorme erreur. Elle ne répondit pas. Elle serra seulement plus fort la main de sa fille. Clara regardait la scène, le cœur battant. Voir Louis partir n'apporta aucun soulagement. Au contraire, sa peur s'intensifia. Même loin, il restait là, comme une ombre dans son esprit. Une présence empoisonnée.
Quand la porte se referma, un silence lourd retomba. Mais ces menaces semblaient encore flotter dans l'air. La docteure Anna se pencha vers Clara, lui caressant doucement la main. « Tu es en sécurité maintenant, Clara. On te protégera. Toujours. » Mais Clara continuait de trembler. Malgré les policiers, malgré les promesses, la peur ne la quittait pas. Elle restait enfouie sous ses draps, frissonnante, prisonnière d'une panique qui ne voulait pas lâcher prise. Isabelle était à ses côtés, la tenant fermement, comme pour lui transmettre un peu de sa force. Mais Clara ne réagissait pas. Elle semblait figée, enfermée dans un monde où tout faisait peur. Anna jeta un regard inquiet à la mère. « Madame Isabelle, je crois qu'il nous faut un psychologue. Et vite. » Isabelle ravala ses sanglots, la voix éraillée. « Est-ce qu'elle va s'en sortir, docteur ?» Anna soupira. Son corps se remettra. Mais son esprit a été profondément blessé. Les larmes coulaient à nouveau sur le visage d'Isabelle. Comment ai-je pu laisser ça arriver? Et dans la pièce silencieuse, seuls restaient les larmes et le souffle fragile d'un espoir encore vacillant. Ce n'est pas de ta faute, Isabelle, dit doucement la docteure Anna en posant une main apaisante sur son épaule. Le seul responsable ici, c'est Louis. Isabelle baissa les yeux, accablée par un poids de culpabilité qu'elle ne parvenait pas à déposer. Ses mains tremblaient légèrement, comme si la honte la rongeait de l'intérieur. Soudain, un sursaut secoua le lit. Clara venait de se raidir, agrippant les draps avec une telle force que ses jointures devinrent blanches. « Il est là » murmura-t-elle d'une voix étranglée. « Il est là. Il me regarde. » Ses yeux, grands ouverts, étaient emplis d'une terreur brute, presque animale. Alarmée, Isabelle se pencha et entoura sa fille de ses bras dans un geste désespéré de protection. « Non, mon trésor, il n'est pas là. Tu es en sécurité maintenant, je te le promets. » Mais Clara continuait de trembler, comme si la peur l'avalait tout entière. « Il ne me laissera pas en paix. »« Je le sais. » Isabelle la serra plus fort, ses larmes s'échappant malgré elle. La docteure Anna fronça les sourcils, inquiète. « Je vais lui administrer un léger sédatif. Elle a besoin de dormir un peu. » Mais à ces mots, Clara secoua frénétiquement la tête. « Non. Non, je ne peux pas dormir. Il viendra. Il viendra. Personne ne te fera de mal, Clara, souffla Anna avec douceur. Nous sommes là. » Mais Clara ne semblait plus entendre. Enfermée dans son cauchemar éveillé, elle restait figée, prisonnière d'un monde invisible. Des pas résonnèrent dans le couloir. Ravier entra dans la chambre, le visage fermé, la mâchoire contractée. « Où est-il » demanda-t-il d'un ton dur. « Louis a été placé en garde à vue en attendant l'enquête » répondit Anna, sans cacher son inquiétude. Mais... Elle n'acheva pas sa phrase. « Retenu » s'inquiéta Isabelle. « Cela veut dire qu'il peut encore être libéré » Ravier serra les poings. « Il nous faut plus de preuves pour l'inculper formellement. » Un frisson parcourut l'échine d'Isabelle. « Non. Ce n'est pas possible. Il ne peut pas être libre. » Ravier soupira, visiblement frustré. « Je sais. Mais le système judiciaire est complexe. Sans éléments irréfutables, il pourrait s'en tirer. » À ces mots, Clara éclata en sanglots. « Non. Je ne peux pas vivre s'il est toujours dehors. » Ravier sentit un nœud se former dans sa poitrine. Il s'agenouilla près du lit et prit une voix douce mais ferme. « Clara, je te le promets, je ferai tout pour qu'il soit jugé. Mais on a besoin de ton aide. Il faut qu'on trouve plus de preuves. Tu peux nous aider ?» Clara trembla, incapable de répondre. Après un long silence, Ravier insista. « Est-ce que quelqu'un d'autre est au courant? Tu en as parlé à quelqu'un ?» La jeune fille secoua lentement la tête. « Non. J'ai eu peur. J'ai rien dit à personne. » Ravier inspira profondément. « Il a dû te contacter. Des lettres? Des messages? Quelque chose ?» Clara mordilla sa lèvre, hésitante. « Oui. Il m'a envoyé des messages. Mais je les ai tous supprimés. » Ravier ferma les yeux un instant, puis une idée lui traversa l'esprit. « Ton téléphone. Où est-il » Clara tourna la tête vers sa mère. Isabelle se précipita vers son sac, en sortit l'appareil et le tendit à Ravier.
Celui-ci se retourna vers Anna, déterminé. J'ai besoin de faire appel à un expert en criminalistique numérique. Si on parvient à récupérer les messages supprimés, ça pourrait faire toute la différence. Je vais tout faire pour t'aider, répondit Anna avec conviction. Ravier posa doucement une main sur l'épaule de Clara. Tu es incroyablement courageuse. Tu as déjà traversé l'enfer. Mais maintenant, tu n'as plus à avoir peur. On est là. On te protégera, quoi qu'il arrive. Clara leva les yeux vers lui, les larmes ruisselant sur ses joues. Elle n'était pas certaine de croire à ses paroles, mais c'était la première fois que quelqu'un lui promettait qu'elle n'aurait plus à se battre seule. Soudain, un policier entra en trombe, le visage grave. « Sergent Montoya, nous avons un problème. »« Qu'est-ce qu'il se passe ?» demanda Ravier en se levant. L'avocat de Louis a déposé une demande de libération. Ils affirment que les preuves sont insuffisantes pour le maintenir en détention. L'atmosphère de la pièce changea instantanément. L'air devint plus lourd, plus étouffant. Isabelle se leva d'un bond. « Ce n'est pas possible. Il va revenir. Il va s'en prendre à Clara. » La jeune fille se blottit contre sa mère, tremblante. Son corps entier semblait secoué de spasmes. Anna lui prit la main avec force. « Personne ne te fera de mal, Clara. Nous ne le laisserons pas t'approcher. » Mais dans le regard de Clara, on lisait que pour elle, le cauchemar était loin d'être terminé. Dehors, la pluie continuait de tomber, noyant le petit village dans une obscurité oppressante. Et quelque part, Louis préparait peut-être déjà son prochain mouvement. Peu après, alors que la pluie s'atténuait, les premiers rayons de soleil perçaient timidement les nuages. Mais dans la chambre de Clara, personne ne ressentait de soulagement. Assise au bord du lit, Isabelle tenait la main de sa fille avec une intensité douloureuse. Clara, recroquevillée sur elle-même, ne prononçait pas un mot. Ravier, au téléphone avec son supérieur, raccrocha et se tourna vers elle, le regard durci. C'est confirmé. Louis a été officiellement arrêté. Il est poursuivi pour crime grave. Isabelle laissa échapper un soupir brisé. Ses yeux s'emplirent de larmes. Il ne pourra plus jamais toucher ma fille, n'est-ce pas? Non, répondit Ravier avec assurance. Nous avons retrouvé des preuves accablantes sur le téléphone de Clara. Anna écarquilla les yeux. Vous voulez dire que... Nous avons fait récupérer les messages. Il y avait des menaces, des injonctions au silence. Tout a été enregistré. Isabelle se tourna vers sa fille, submergée d'émotion. Tu n'as plus à avoir peur, Clara. C'est fini. Il va payer. Clara leva lentement les yeux vers Ravier. Et, s'il s'échappe? Il s'accroupit à sa hauteur, sa voix solide comme un roc. Je te le promets, il ne te fera plus jamais de mal. Clara le fixa longuement, puis tourna la tête vers sa mère. Pour la première fois depuis des jours, une étincelle d'espoir traversa son regard. Au commissariat de Cintra, Louis était assis dans la salle d'interrogatoire, menotté. Son visage impassible ne parvenait pas à masquer l'ombre d'inquiétude dans ses yeux. Ravier jeta un dossier sur la table, l'ouvrit, et étala des photos de capture d'écran des messages envoyés à Clara. Monsieur Louis. Avez-vous quelque chose à dire? Un sourire ironique effleura les lèvres de Louis. Quelques messages ne prouvent rien. Vraiment? Et vos empreintes sur le téléphone? L'historique d'appel à des heures suspectes? Louis avala difficilement sa salive. Ce n'est pas suffisant. Ah bon? Parce qu'on a aussi retrouvé des fibres de vos vêtements dans la chambre de Clara. Et les résultats ADN. Vous voulez les entendre? Louis se figea. Tu croyais vraiment pouvoir t'en sortir, dit Ravier en souriant froidement. C'est terminé. Un officier entra soudain avec un nouveau dossier. Ravier le parcourut rapidement, puis fixa Louis avec un mépris glacé. Le tribunal a accepté la plainte. Tu risques jusqu'à 20 ans, voire la perpétuité. Louis rugit de colère et frappa la table. Vous ne pouvez pas me faire ça. Je peux. Et je l'ai fait, répondit Ravier sans sourciller. À l'hôpital, dans la chambre, l'atmosphère avait changé. La tension restait, mais un souffle de soulagement flottait. Ravier entra, souriant. C'est officiel. Il est inculpé. Louis ne pourra plus jamais vous approcher. Isabelle fondit en larmes, serrant sa fille dans ses bras. Dieu merci. Ce cauchemar est terminé.
Oncle Ravier, demanda Clara, les yeux embués, je suis vraiment en sécurité maintenant. Oui, répondit-il doucement. Et tu vas recevoir toute l'aide dont tu as besoin. Tu n'as plus à avoir peur. Anna entra à son tour. Clara, une psychologue spécialisée va venir te voir. Tu ne seras jamais seule dans ce combat. Clara hocha lentement la tête. Blottie contre sa mère, elle se sentit, pour la première fois, en sécurité. Le soleil traversa la fenêtre, doré et chaleureux. Et bien que fatiguée, Clara n'avait plus le regard paniqué d'avant. Le chemin serait long, mais elle savait, désormais, que Louis ne pourrait plus jamais lui faire de mal. Isabelle, à côté, murmurait encore, rongée par la culpabilité. « Je suis désolée, ma chérie. Je ne t'ai pas protégée comme j'aurais dû. » Clara la regarda avec une tendresse infinie. « Ce n'est pas ta faute, maman ?» Anna posa une main rassurante sur l'épaule d'Isabelle. « Ce qui compte maintenant, c'est que vous soyez ensemble. Et en sécurité. » Isabelle hocha faiblement la tête. « Mais, nous n'avons plus rien. » Ravier s'avança. « Il existe un programme pour aider les victimes. Si vous acceptez, nous pouvons vous reloger, loin d'ici. » Clara ouvrit de grands yeux. « On va partir ? » « Oui. Une nouvelle ville, un nouveau départ. » Isabelle serra plus fort la main de sa fille. « On peut vraiment recommencer ? » « Oui. Ensemble. » Et pour la première fois, Clara y crut. « Touls. » Isabelle prit une profonde inspiration, puis hocha lentement la tête, les yeux embués de larmes, mais brillant d'une nouvelle détermination. « Oui, j'accepte, » murmura-t-elle d'une voix tremblante. Clara serra aussitôt la main de sa mère avec une force inattendue. Des larmes coulaient sur ses joues, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de peur ni de douleur, mais celles, pures et libératrices, du bonheur. Elle n'était plus seule. La salle d'audience était pleine à craquer. Le procès de Louis Ramire avait attiré une foule considérable. Beaucoup de visages connus étaient là, ceux-là même qui, autrefois, l'encensaient, le considéraient comme un modèle d'intégrité. Mais aujourd'hui, ses regards étaient lourds de jugement, de mépris, de colère contenue. Louis, assis sur le banc des accusés, n'avait plus cette arrogance habituelle gravée sur son visage. Il savait. Il savait que cette fois, il n'y aurait ni échappatoire, ni manipulation possible. La vérité l'avait rattrapé. Le procureur se leva, sa voix ferme résonna dans la pièce. « Monsieur le juge, nous sommes réunis aujourd'hui pour juger Louis Ramire. Nous disposons de preuves irréfutables, les résultats ADN, les messages de menaces envoyés par l'accusé à la victime, les témoignages des médecins, et surtout, celui de la victime elle-même. » Louis resta figé, les poings crispés, les mâchoires serrées. Acculé. Chaque mot du procureur résonnait comme un coup de massue. Son avocat se leva à son tour, tentant une dernière défense. « Monsieur le juge, mon client nie catégoriquement les accusations portées contre lui. Nous estimons que certaines preuves pourraient avoir été mal interprétées, ou manipulées. » Le procureur esquissa un sourire glacial. « Manipulées ? Mal interprétées ? Alors expliquez-moi comment l'ADN de votre client peut correspondre parfaitement à celui du fœtus retrouvé dans le corps de la victime. » Le silence se fit. Absolu. Une chape de plomb tomba sur la salle. Louis, livide, serra les dents avec rage, sentant sa dernière carte brûler entre ses doigts. Le juge frappa la table de son marteau. L'accusé a-t-il quelque chose à dire pour sa défense ? Un long silence, puis, dans un souffle chargé de défaite, Louis murmura. « Je n'ai rien à dire. » Le juge le fixa longuement, puis prononça la sentence d'une voix calme mais implacable. Compte tenu de la gravité des actes commis par Louis Ramire, des conséquences irréparables sur la victime et du trouble causé à la société, le tribunal le condamne à 25 ans de prison, sans possibilité de réduction de peine. Un murmure parcourut la salle. Certains applaudissaient, d'autres soupiraient de soulagement. Louis explosa, frappant la table de ses deux mains. « Je suis innocent. Vous n'avez pas le droit. » Deux agents s'avancèrent, le menottèrent sans ménagement. « Louis Ramire, vous êtes officiellement en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. » Il se débattit, cria, mais en vain. Escorté hors de la salle, il fut accueilli par les regards glacés de ceux qui l'avaient trahi. Isabelle, en larmes, enlaça sa fille avec une tendresse mêlée de soulagement. « C'est fini ?
On est enfin débarrassé de lui. Clara posa sa tête contre l'épaule de sa mère, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit un apaisement profond, presque oublié. Ravière s'approcha d'un pas calme, un sourire léger aux lèvres. Maintenant, vous allez pouvoir recommencer à zéro. Isabelle acquiesça, le cœur plus léger. Elle se sentait libre. Vraiment libre. Ce jour-là, alors que mère et fille sortaient du tribunal, le soleil brillait avec douceur, dissipant les lourds nuages de leur passé. Clara, les doigts serrés autour de la main de sa mère, murmura d'une voix tremblante mais assurée. « Maman, je serai forte. » Isabelle lui sourit, les yeux mouillés d'émotion. « Je le sais, mon amour. » Main dans la main, elles marchèrent ensemble vers un avenir inconnu mais prometteur, laissant derrière elles les chaînes de la douleur, prêtes à embrasser une vie nouvelle. Une semaine après le verdict, l'atmosphère à l'hôpital sans Ravière avait bien changé. Apaisée. Clara avait été transférée dans une unité sécurisée pour poursuivre sa guérison, à la fois physique et psychologique. Isabelle veillait à ses côtés, assise près du lit, le visage plus détendu que jamais. Pour la première fois depuis des mois, elle pouvait respirer sans cette boule d'angoisse au ventre. Le cauchemar était terminé. Mais le chemin vers la reconstruction ne faisait que commencer. La porte s'ouvrit doucement. La docteure Anna entra, souriante. « Bonjour Clara. Comment te sens-tu aujourd'hui » Clara esquissa un sourire timide, encore incertain. « Je vais un peu mieux. » Anna hocha la tête avec satisfaction. « C'est merveilleux. Quelqu'un de spécial veut te voir. » Clara fronça les sourcils, intriguée. C'est alors que Ravière entra, un petit sac en papier à la main. Il s'approcha doucement. « Bonjour Clara. J'ai un petit cadeau pour toi. » Clara ouvrit grand les yeux, surprise. Elle chercha du regard la réaction de sa mère. Isabelle lui fit un petit signe d'encouragement. Ravière posa le sac sur le lit. Clara l'ouvrit avec précaution. À l'intérieur, un carnet à la couverture rigide, d'un joli lilas parsemé de fleurs en relief. La docteure Anna m'a dit que tu aimais écrire. Nous avons retrouvé un vieux journal dans ta chambre. J'ai pensé que ça t'aiderait à mettre tes émotions en mots. Clara toucha la couverture avec délicatesse. Une boule d'émotion remonta dans sa gorge. Tant de choses qu'elle n'avait jamais pu dire. « Merci, oncle Ravière, murmura-t-elle, la voix tremblante. Il lui répondit avec une tendresse sincère. « Tu n'as pas à me remercier. Tu n'es plus seule maintenant. » Clara serra le cahier contre elle, comme un trésor précieux. Pendant ce temps, la docteure Anna terminait les derniers papiers. C'était le jour du départ. Grâce au programme d'aide aux victimes, Isabelle et sa fille allaient s'installer dans un petit appartement à Madrid. Un nouveau départ, loin du village et de ses souvenirs douloureux. Isabelle prit la main de la docteure Anna. « Merci, docteur. Je ne sais pas ce que nous serions devenus sans vous. » Anna lui sourit avec bienveillance. « Vous n'avez pas à me remercier. Vous et Clara avez fait preuve d'un courage extraordinaire. Je suis certaine que vous allez bâtir quelque chose de beau. » Clara s'avança, puis serra la docteure Anna dans ses bras. « Vous allez tellement me manquer. » Anna lui caressa les cheveux. « Toi aussi tu vas me manquer, Clara. Mais promets-moi de rester forte, quoi qu'il arrive. » « Je vous le promets. » Ravière observait la scène, ému. Il s'approcha. Isabelle lui lança un regard plein de gratitude. Aucun mot n'aurait suffi à exprimer ce qu'elle ressentait. Il posa simplement une main sur son épaule. « Vis bien. Et ne te retourne plus. » Des larmes coulèrent sur les joues d'Isabelle. Mais cette fois, c'étaient des larmes de paix. Clara se tourna vers Ravière, puis l'enlaça brusquement. « Merci, merci de m'avoir sauvé. » Il fut surpris, mais lui rendit son étreinte. « Tu mérites d'être en sécurité. » La voiture démarra. Depuis la vitre, Clara regardait les rues du village défiler, puis disparaître. Elle serra plus fort la main de sa mère. « Maman, on est vraiment libre, maintenant ?» Isabelle passa tendrement sa main dans ses cheveux. « Oui, mon amour. Maintenant, tout peut recommencer. » Clara regarda le carnet posé sur ses genoux. Elle l'ouvrit à la première page, saisit un stylo et écrivit d'une main assurée. « Aujourd'hui est le premier jour de ma liberté. » Isabelle jeta un regard aux mots, puis esquissa un sourire doux. Le soleil illuminait la route devant elle,
traçant un chemin vers un avenir prometteur. L'histoire de Clara est un témoignage bouleversant de résilience, de justice et d'amour inconditionnel. Elle nous rappelle que chaque enfant mérite d'être écouté, protégé et entouré. Que la vérité finit toujours par triompher, même si le chemin est long et semé d'embûches. Isabelle, bien que perdue au début, a su se dresser contre l'horreur par amour pour sa fille. Le soutien indéfectible de la docteure Anna et de Ravière montre l'importance de la solidarité et du courage collectif face à l'injustice. Mais surtout, cette histoire nous enseigne qu'aussi sombre que soit le passé, il existe toujours une lumière au bout du tunnel. Un nouveau départ est possible. Il suffit parfois d'un geste, d'une main tendue, ou d'une simple phrase dans un carnet pour tout changer. Si ce récit vous a touché, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Votre soutien nous permet de continuer à partager ces histoires de vie, de courage et d'espoir. Merci du fond du cœur, et à très bientôt.